À partir du printemps 1942, des convois de juifs provenant de toute l'Europe occupée s'arrêtent en rase campagne, à mi-distance entre les camps d'Auschwitz I et d'Auschwitz II-Birkenau. À la descente des trains, les familles sont séparées. La majorité des Juifs va être gazée dès son arrivée. La minorité sélectionnée pour le travail va se rendre à pied, soit à Auschwitz I, soit dans le plus grand camp de concentration nazi, Auschwitz II-Birkenau. On arrive dans la nuit. Le train s'arrête, on attend. Pendant des heures, on attend. On essaie de regarder les uns après les autres à la lucarne en grimpant. Vous savez, il y a des petites lucarnes avec des barres. Et moi, je vois au loin, oh, ben c'est vraiment une môme, hein. Je vois au loin des gens tous habillés pareil. Oh, j'ai dit très fort, oh, dis donc, on aura des costumes ici, puis on a tous des foulards rouges. Vous vous rendez compte ? Donc 3 jours et 3 nuits plus tard, vous arrivez à Auschwitz. Est-ce que vous vous souvenez de votre première vision en sortant du wagon? Oui. Quand on a ouvert ce wagon, j'ai entendu pas crier, gueuler en allemand, et j'ai vu des bergers allemands. Et là, je crois que dans ma tête de gamin, j'ai l'impression que ma vie, elle allait basculer, parce que sur le quai se trouvaient les SS, les matraques, les crosses de fusil tournées vers nous, les chiens donc, qui étaient dressés pour nous mordre, et dans les cris épouvantables, les injures en allemand. C'était la première fois que j'entendais l'allemand, mais ça m'est resté. J'avais l'impression que même l'air était devenu irrespirable, qu'on était vraiment en enfer. Il y a une multitude de projecteurs pour éclairer ce convoi qui s'est arrêté sur ces rails, pas dans une gare, en pleine campagne. Tout autour, c'est blanc, la neige tombe. Il y a des projecteurs qui nous éclairent et il y a des haut-parleurs qui gueulent. Il y a un homme en tenue rayée, on dirait. Un pyjama rayé, on dirait. Je ne sais pas ce que c'est. Et qui nous dit en français que les femmes âgées prennent les enfants avec elles. Elles vont aller dans un camp familial. Donc il y avait avec nous dans le wagon un jeune couple qui s'appelait Siskind. Et le petit, je crois qu'il s'appelait Gérard. Il devait avoir 8 ans. Et ma mère et ma grand-mère sont descendues en tenant cet enfant par la main, en pensant qu'elles allaient dans un camp familial. Parmi ces hommes rayés, dès qu'il est rentré, je l'ai reconnu, et lui m'a reconnu. C'était un homme qui était de Lunéville, qui était dans le même camp de la Lande que mes parents, qui est parti en déportation avec mes parents. Et cet homme vient vers moi et me dit tout doucement en yiddish, « Éloigne-toi des vieux et des enfants. » Los, schnell, faut sortir à toute vitesse des wagons.
Et on vous met en vrac, faut pas toucher aux vêtements, faut pas toucher aux valises, faut tout laisser dans le wagon. Et il explique qu'on ne doit rien toucher, mais qu'on doit sortir vite. Et là, en sortant, je ne sais pas comment je suis sorti. Vraiment, je sais qu'une chose, que je me suis retrouvé tout seul, sans mes parents, sans mes frères et sans ma sœur, tout seul. Je n'ai pas compris comment je me suis trouvé sur le quai. Et encore maintenant, je ne comprends pas. Puis il y avait une camionnette de la Croix-Rouge qui était là, une grande camionnette marquée la Croix-Rouge au milieu. Pourquoi il y avait cette camionnette? Pour faire voir aux gens qu'il y avait la Croix-Rouge qui était là pour les protéger. Tout ça, c'était une mise en scène, hein, et c'était très fort d'ailleurs pour la mise en scène. Et on nous dit, voilà, vous avez fait un voyage assez pénible, vous avez été éprouvé le long du voyage, vous êtes fatigué. Donc, les personnes qui sont fatiguées, il y a des camions qui les attendent avec des marchepieds pour leur permettre de monter facilement. Et les autres, eh bien, en colonne par 10 pour entrer au camp. Et moi, j'ai une paire de chaussures. C'est la première paire de chaussures que mon père m'avait fait faire sur mesure. Et qui me font mal aux pieds, que j'étais partie avec. Et c'était en pleine guerre, des chaussures en cuir, alors qu'on portait que des semelles de bois. Et je dis à ma petite copine Françoise qui est là, « Oh, moi je vais prendre le camion, je vous retrouverai plus tard parce que j'ai mal aux pieds. » Et elle me dit, « Non, non, reste avec moi, je veux pas que tu me quittes. » Elle m'oblige à rester dans les rangs des femmes qui vont rentrer dans le camp sans le savoir. Il y a devant nous un SS, enfin, après j'ai su que c'était un SS, il est en tenue avec la tête de mort, et il était avec des bottes de cheval, bottes de chevaux, bon, et un string dans la main. Il se tapait sur la botte de temps en temps, mais son string servait surtout à faire un signe à gauche ou à droite. Et il a fait signe au premier bonhomme de se rapprocher de lui, il a regardé quelques secondes et il lui a fait signe avec sa main ou avec une baguette, va te faire foutre à droite. Alors il disait rien, mais le geste, voulait bien dire ça. Le type a compris, ce que le geste en question, il est parti vers la droite, puis il a fait avancer le deuxième bonhomme. Et le deuxième bonhomme, il lui a fait signe, va te faire foutre à gauche. Le gars est parti à gauche. Puis après, la deuxième à gauche, la troisième à gauche, la première à droite, dans un ordre auquel on ne comprenait rien. Et on ne comprenait rien à ce processus. On ne voyait pas, en voyant ces bons hommes, on ne pouvait pas imaginer des raisons qui faisaient que les uns partaient à droite, les autres partaient à gauche. Mais ce que nous avons compris tout de suite, que ceux qui sont restés ensemble, les hommes d'un côté, les femmes de l'autre, il n'y avait pas un seul vieux et il n'y avait pas un seul enfant. Et je peux vous assurer que ceux qui sont rentrés dans le camp, aucun n'avait plus de 40 ans. Et il y a un monsieur derrière, je ne sais pas qui, m'a dit, « Quel âge que tu as ?»« 15 ans. » Il m'a dit, « Dis, t'as 17 ans. » Dis, t'as 17 ans. Quand je suis arrivé devant le SS, il me demande l'âge, et je lui ai répondu en allemand, 17 ans. Et les types me regardent, visiblement, ils ne me croyaient pas. Visiblement. Mais je ne sais pas ce qu'il a pris. Il m'a donné un coup de poing dans la poitrine, comme ça, pour éprouver ma robustesse, enfin ma résistance éventuelle. Et il est évident que quand il faisait... Je suppose qu'il ne m'a pas fait ça qu'à moi, hein, il a fait à d'autres gens. Et tous les gens qui trébuchaient et qui tombaient, ils se retrouvaient à la chambre à gaz 2 heures après. Et moi, je ne suis pas tombé. J'ai chancelé un petit peu comme ça, et je suis resté debout. Alors il m'a dit de l'autre côté. Alors ma mère est restée du côté des femmes, et on ne l'a jamais revue.
On ne l'a jamais revue. Elle a été gazée dans l'heure qui a suivi. Elle était tellement maigre qu'il a été jugé comme incapable de travailler. Et d'autre part, on est sûr qu'elle a été gazée. Parce que les Allemands tenaient des comptes de ceux qui conservaient pour aller travailler. Parce que ceux-là, ils allaient travailler pour des entreprises allemandes qui allaient payer les SS en échange. Donc les SS, ils estimaient qu'il fallait vraiment qu'ils sachent exactement combien étaient condamnés aux travaux forcés. Et sur ces livres-là, le nom de ma mère ne figure pas. Par conséquent, elle a été gazée dans les heures qui ont suivi. Elle avait 47 ans. Et on ne l'a jamais revue. On parle pas. Avec mon père, on est tous les deux. On est en rang. On ne dit rien. Et au loin, il y a des rougeoiements, il y a les crématoires de Birkenau. Je ne sais pas ce que c'est, bien entendu. On est seuls maintenant, on est tous les deux. On est soudés là. Il y a un phénomène d'entraide viscérale qui entre en ligne de compte. Nous partons en colonne par 10 et nous faisons peut-être 1 kilomètre pour arriver à Birkenau même. Et on rentre dans un camp où il y a des cheminées, pas qui fument, mais qui flambent. Et une odeur âcre, une odeur de chair brûlée. C'est peut-être ignoble de dire ça, mais nous qui avons faim et qui sentons cette viande grillée, on se dit « Ah, ben on fait de la viande grillée ». Et on ne sait pas que ce sont nos familles qui sont en train de brûler. L'arrivée au camp, c'est une vision absolument hors de la Terre. J'ai l'impression de ne plus être sur la planète Terre. D'abord, on ne sait pas où on est, au point de vue géographique, il a fallu qu'on nous l'explique. Ensuite, c'est une vision de femmes qui courent dans tous les sens. Personne ne marche, tout le monde court. Et elles sont vêtues de sacs. Ensuite, les lieux mêmes, c'est-à-dire les terrains de Birkenau, qui étaient marécageux, qui étaient épouvantables, et tout cela dégageait une odeur. Il est certainement également ce qui a dû jouer un rôle certainement important, c'est que nous étions en plein hiver, en novembre, donc un ciel gris et bas, et qui ajoutait encore à cette atmosphère, si je puis dire, dantesque. On peut s'exprimer ainsi, c'est-à-dire cette impression de fin du monde, de fin de l'existence. Il faut comprendre la disposition des camps à Birkenau. Pendant le temps que j'ai passé à Birkenau, je n'ai jamais vu ni l'entrée ni la sortie du camp. C'était un labyrinthe. On nous fait aligner en demi-cercle. Et alors, arrive un petit bonhomme. Moi, je suis pas grand, mais lui m'arrivait là. Arrive un petit bonhomme, habillé en SS, Obersturmführer, c'est-à-dire capitaine des SS. Et il se met au milieu du cercle. Wer spricht hier Deutsch? Qui parle ici allemand? On avait pas mal de juifs allemands parmi nous. Quelqu'un lève la main. Comme hier, viens ici. Elle lui dit, tu vas traduire exactement ce que je vais te dire. Ici, ce n'est pas un sanatorium, c'est un camp de concentration. Vous rentrez par la porte et vous sortez par la cheminée. J'ai jamais entendu ce mot-là, rentrer par une porte, sortir par une cheminée. Mais je savais pas à qui demander. On s'est regardé, on comprenait pas. Et directement, allez, fight!
ce qu'il faut dire, c'est que sur le convoi d'à peu près 1 millier plus de 1000. Un peu plus de 1000 juifs, il y en a 50 environ qui sont rentrés au camp. Les autres... Je fais partie de ceux qui sont rentrés au camp. Les autres ne sont pas rentrés au camp. Non, on ne les a jamais revus. On n'a jamais su. Ils ont été on a assassinés. senti des odeurs après, mais on ne savait pas ce que c'était. Quand on est arrivé au camp, on ne savait pas ce que c'était. On nous dirige vers une baraque où un SS, devant d'énormes corbeilles, était là. Mettez sur la table tout ce que vous avez dans les poches. Et on nous a été obligés de se déshabiller. Jamais de ma vie j'avais vu quelqu'un de nu, quoi, une femme nue. J'ai jamais vu ça. Alors, quand on voyait ça, c'était une horreur. Parce que j'avais quel âge 17 ans. 17 ans à peu près, même pas 17 ans. Donc, qui a vu de nous des parents nus? Un frère, oui, un jeune, que l'on l'avait. Mais autrement, dès qu'il était en âge d'adulte, on ne le voyait plus nu. Eh bien, nous, on nous a mis nus devant des hommes qui entraient et qui sortaient. Et pour nous, je crois que ça a été la première, je dis toujours, déshumanisation. Là, vous n'avez pas le temps d'avoir la moindre réaction. 2 individus vous prennent par les bras et le troisième vous passe une tondeuse sur les cheveux, descend le long du corps, nettoie le pubis de tous ses poils et éventuellement descend jusqu'au doigt de pied si par malheur il y avait un poil sur les orteils. Il faut promptement se retourner et la tondeuse fouille l'intérieur de votre individu pour enlever les quelques poils qui éventuellement pourraient aussi se trouver dans votre fessier. Donc, nous sommes tendus par des déportés en costume rayé. C'est la première fois que nous voyons les rayés, bien sûr. Et, chose surprenante pour nous, ils parlent français. Et donc, on est un petit peu rassuré, on les entend parler français. Et puis voilà qu'ils nous disent « Mais vous ne savez pas où vous êtes arrivés, vous ne savez pas où vous êtes tombés. Ici, c'est l'horreur, c'est l'enfer. Vous n'allez pas tenir plus de 15 jours, c'est un maximum. C'est pas possible, tout le monde meurt, il n'y a rien à faire, etc. » Et donc, dans cette atmosphère d'éclairs, de tonnerre, et par la fenêtre, chaque fois qu'il y avait un éclair, on voyait à travers les barbelés et les espèces de baraques au milieu des barbelés, c'était dantesque. Et comme j'étais rasée, ma belle-sœur et moi, on avait une crise de rire. C'était quelque chose, on ne pouvait pas s'arrêter de rire. On ne reconnaissait pas nos amis. Et ma mère, elle disait tout le temps, écoute, vous êtes folle, mais on vous prendra pour les folles, on va vous fusiller, et c'est tout. Plus elle parlait, plus on rit. On a ri, mais c'était les rires terribles. On ne pouvait pas s'arrêter de rire. Et après, on a pleuré. Bien sûr, la question, pourquoi? Et le pourquoi, on le comprend très vite. Quand on commence à nous badigeonner avec des trucs qui piquent, il n'y a pas besoin d'être grand clair pour savoir que c'est une désinfection et qu'en fait, on veut éviter les maladies, les poux, etc. Et c'est tous des prisonniers qui ont fait ça, des prisonniers. Et on se parlait naturellement, ils voulaient savoir ce qui se passe dehors. Eux, ils ne savaient pas que j'étais en prison, s'ils l'entendent. Je ne savais pas vraiment ce qui se passe dehors. Est-ce que je crois que la guerre va finir bientôt, etc. On a toujours essayé d'entendre quelque chose de positif. Et puis, en conversation, elle me demande comment tu t'appelles, et d'où tu viens, et qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu as fait avant. Et je lui dis que je joue le violoncelle. C'est vraiment une réponse... même en ce moment-là, je me rappelle, c'est tout à fait idiot de parler d'un violoncelle ici, à Auschwitz. Et alors là...
Elle me dit, mais c'est formidable. Tu vas être sauvé. Mets-toi de côté. J'étais tout nu, numéro sur le bras, sans cheveux. Et on me dit que c'est formidable que je joue le violoncelle. Alors, on ne peut pas s'imaginer une situation plus ridicule que celle-là. Alors, ce qui s'est passé, comme on le sait maintenant, il y a un orchestre là. Et elle est allée chercher la femme qui dirigeait cet orchestre. Et cette femme son nom était Alma Rosé. Elle était la nièce de Gustav Mahler. Moi, je savais ça. Je parle souvent de ça maintenant dans les écoles. Naturellement, les jeunes ne savent pas qui est Gustav Mahler, mais je savais très bien que c'est une femme assez connue. Elle était absolument ravie que je joue le violoncelle parce que cet orchestre était juste en train de se développer. Il n'avait pas d'instrument qui jouait des notes basses. Alors elle était ravie que j'étais là. J'étais accueilli. Elle est venue vous voir et vous étiez toujours nu? Toujours nu. On avait cette conversation ridicule. Comment je m'appelle? Où est-ce que j'ai étudié? Qu'est-ce que tu as étudié? Vous savez, on ne peut pas s'imaginer une situation plus ridicule que celle-là. Tout ça se passe à Birkenau. Alors, il y a un commando, toujours avec les rayets, qui arrive en hurlant, en criant. Et ils avaient des bâtons, des schlags, c'est le nom qu'ils employaient, des nerfs de bœuf. Et ils frappaient, et puis ils criaient et on ne comprenait rien. Et quand on a vu que la troupe se dirigeait vers la sortie, nous avons suivi la sortie. On nous a collés en file indienne et on est passé à côté d'un énorme tas de vêtements de déportés, des pyjamas. Alors il a fallu s'habiller avec ça. On était tout nus, on sortait de la douche. On était même mouillés, puisqu'il n'y avait pas de serviette. Alors on a pris des pantalons, des vestes, des chemises, puis il y avait vaguement des chemises. Au petit bonheur la chance. On ne pouvait pas regarder comme ça, a priori, quelle taille ils avaient. Alors on s'est débrouillé, on a échangé comme on a pu, etc. Il n'y avait pas de ceinture et pas de corde pour tenir les pantalons, alors on tenait à la main. On n'avait pas la tenue rayée, on avait des vêtements civils avec une grande croix peinte en grosse peinture couleur brique dans le dos. De façon à être bien reconnaissable et pas pouvoir s'évader. Quand je suis arrivée, que j'ai eu ce ce caleçon long, j'avais honte de le porter. Parce que c'était un caleçon d'homme. J'avais froid, mais je le remontais parce que j'avais peur qu'on voit que j'avais un caleçon long. Je l'ai béni, ce caleçon long. Il a fini court comme ça. Vous savez pourquoi? Parce que je pouvais en déchirer tous les jours un petit bout pour m'essuyer aux toilettes. J'avais rien d'autre que ce caleçon long. Je l'ai béni, ce caleçon. Pour les chaussures, il fallait chercher dans le tas de chaussures qui étaient usées et tout, sans talons, avec talons, pour pouvoir mettre les chaussures à nos pieds. Moi, j'avais un avec un talon et l'autre sans talon. Autrement, j'avais mal aux pieds dans les autres. Bon, et après, on nous a mis en rang et on est allé vers le tatouage. Moi, ils m'ont tatoué, on peut le montrer. On le voit. Ils vous ont tatoué sur la poitrine. Sur la poitrine, puis après ils ont tatoué sur la main. Sur le bras, oui. On mettait le bras dans une espèce de guichet, comme ça. On passait son bras dans un guichet, et puis il y avait un préposé, détenu aussi, qui faisait ça à toute vitesse, avec une liste, probablement un registre à côté, qui savait quel numéro il avait à me mettre. Voilà. Et bien sûr, tous les gens de mon transport ont le 151 000, ça commence par 151 000. Je sais par exemple que les 159 000, c'est un groupe de juifs français. Et nous, on avait de la chance parce qu'ils nous ont tatoués encore en petit. Il y en a qui ont été tatoués. Moi, j'ai vu des grosses lettres comme ça. J'en ai vu sur la poitrine. Pas là-bas, chez les autres. J'en ai vu sur le front.
Voilà, 80 661. Alors moi, madame, voyez, aujourd'hui, je vous parle. Mais le 6 février 1944, je n'étais plus que le 173 254. Je n'étais plus Paul Gitelman. Je suis devenu le numéro A 16 728. Le voilà. Mon père a eu le même numéro, mais avec un 6. 87. Il était toujours devant moi, tant qu'il était en vie. Toujours devant moi. Toujours à me protéger. 164, 464. Je le connais mieux en allemand qu'en français. 176 464, voilà. Parce qu'il fallait qu'on le sache en allemand. Hein. Si on vous appelait et que vous répondiez pas, vous étiez battu à mort. Hein. 119 625. Ah, 16 878, point par point. C'était d'ailleurs pas douloureux, c'était pas dramatique. Ça vous a rien fait d'être tatoué? Ah si, c'était une humiliation effroyable, parce que je savais que dans les abattoirs de la région parisienne, on tatouait les cadavres des bœufs avant de les livrer au boucher. Vous rappelez-vous de votre numéro? Il n'est pas seulement gravé sur mon bras, il est gravé dans ma tête. C'est le numéro 160 610. C'est un numéro, on ne peut pas l'oublier. Et je ne pourrai pas jusqu'à la fin de mes jours, je n'oublierai ce numéro. Je dois dire qu'avec notre costume de bagnard, on nous avait distribué aussi une gamelle. Et on a vite compris que la gamelle était pour nous représentait une grande valeur. C'était dans la gamelle, c'était la gamelle qui réceptionnait la soupe qu'on nous distribuait le midi, et c'était notre richesse. On ne quittait jamais cette gamelle qu'on attachait avec un bout de ficelle, un fil de fer au pantalon. Et c'est sûr que ça nous donnait une allure bizarre qui explique qu'en partie, déjà, on ne ressemblait plus vraiment à des êtres humains. On ressemblait à de tristes choses. La soupe est servie dans des gamelles qui sont rondes, qui n'ont pas de fond, et donc qui sont rondes et qui sont assez grandes et qui contiennent 2 litres. On appelle ça miski en polonais et Schüssel en allemand. Et on nous sert là-dedans 1 litre de soupe. Et puis on boit cette soupe. Et puis on se force, on boit, et puis arrivé aux 3/4, on n'en pouvait plus. Et il y a mon beau-frère qui me dit, au moins ici, on ne crèvera pas de faim. Et à côté, il y avait un déporté qui nous dit, vous finissez pas votre soupe? On lui dit non. Il s'est précipité, il a fini, et avec l'index fléchi, et le pouce qui poussait, il a essuyé tout le fond de la gamelle et il a tout léché. Et mon beau-frère qui me dit, tu vois, hein, le morphalou, combien il lèche avec ses doigts, etc. Et quelques jours après, les gestes du morphalou nous sont devenus familiers. Et combien nous l'avons regretté, ce petit quart de soupe que nous avions négligé. On voyait défiler tous les commandos qui allaient travailler. Et je me souviens de quelqu'un à côté de moi qui disait « Mais ce sont des morts vivants !» C'était toutes des filles jeunes, raves, des yeux qui n'avaient pas de regard, un visage blanc, fermé.
Et tout le monde marchait, tout le monde allait travailler, et 5 par 5. Et ça n'en finissait plus. On se dit, mais combien il y a de gens dans ce camp? Mais on ne pouvait pas imaginer combien on était, mais ça devait être énorme. Nous entrons dans un camp, c'est le camp de quarantaine. Nous entrons et on rentre dans une baraque. C'était des blocs où on était 800 à 1000 dedans, dans chaque bloc. Hein, ils étaient remplis. Et quand il restait de la place, ils les remplissaient avec le transport suivant. C'est le croquis d'un bloc. Il y avait 2 petits fours à chaque extrémité. Et au milieu, ça faisait, si l'on veut dire, un chauffage central. Et tout autour, il y avait les chalis. Et à l'entrée du bloc, il y avait 2 petites pièces qui étaient les appartements, si on peut dire, de la Blokova, de la chef de bloc, et de la Schreiberin, qui était la secrétaire du bloc, et qui avait droit, disons, à des traitements de faveur. Mais elles avaient tellement peur de les perdre qu'elles étaient encore plus âpres que les femmes SS pour nous punir et pour nous taper dessus. On dormait à 7 ou 8 sur chaque planche. Il y avait un tout petit peu de paille. Ceux qui dormaient en bas, c'était les plus malheureux. Ceux qui dormaient au milieu n'étaient pas très heureux parce qu'ils ont eu la diarrhée tous. Et entre les planches, ça coulait. Les excréments coulaient. Donc ceux qui étaient en dessous, ils prenaient tous sur la figure. Donc tout le monde évitait d'être au milieu ou en bas, ils voulaient tous être en haut. Moi, je ne savais pas quand je suis arrivé. Je me suis couché, j'étais dans le milieu. Il va falloir mettre sur les vêtements, sur le veston et sur le pantalon, le numéro qu'on vous a mis sur le bras. Comment l'ai-je obtenu, je ne sais pas, mais toujours est-il que vous aviez un ruban qu'on mettait là et là, avec votre numéro. Et ce numéro, il fallait le coudre. Mais où trouver du fil et une aiguille? Il fallait commencer à parlementer pour obtenir du fil et une aiguille. Alors il y avait d'anciens déportés qui vous louaient une aiguille, qui vous louaient du fil contre la moitié de la soupe que vous alliez recevoir. À ce moment-là, on n'était pas encore affamés, on acceptait. On voit déjà le commerce qui s'instaure. Et on le faisait. Parce que si le numéro n'était pas là et là, au bout de X heures, on avait droit à la raclée de la part du chef de bloc. J'ai fait une crise des larmes énorme parce qu'on était assis sur nos lits et puis je voyais toutes ces filles-là avec les têtes rasées dans un tel état et je me suis dit, chacune de ces filles, de ces femmes a une maison avec des lits, une vie confortable et j'ai fait une crise des larmes, j'ai pleuré, je ne sais pas pendant combien de temps et c'est là que j'ai réalisé, mais jusqu'à là c'était un peu... pas une plaisanterie, mais on ne pouvait pas y croire. C'était trop énorme. Et puis les pauvres gens qui mouraient dans la boue, qui nous suppliaient très vite. Moi, j'ai entendu des femmes qui étaient déjà couchées par terre, en train de mourir dans la boue, et qui nous suppliaient, si jamais on rentrait, de raconter ce qu'on avait vu. Déjà dès le premier jour. Parce que la souffrance, les souffrances étaient multiples et variées, donc on avait tout le choix. Mais une des grosses souffrances, c'est de penser qu'on mourrait tellement loin de chez soi, dans l'indifférence, et sans que personne ne sache ce qui vous arrivait. On avait l'impression d'être soustrait à la communauté humaine. On n'était plus dans la communauté humaine. On ne savait pas où on était, ni physiquement, ni moralement. Comment est-ce que vous avez compris précisément que c'était un camp, que ce camp était une usine à mort? J'ai compris, quand j'ai compris ça, alors c'était pas difficile. Les toilettes étaient à l'extérieur. Il fallait sortir de la baraque pour aller à l'extérieur. Et quand les soldats qui étaient en haut dans les miradors nous tiraient dessus comme des lapins, nous tuaient, j'ai compris qu'ils nous tuaient, on est là pour mourir. C'est là que j'ai compris qu'on est là pour mourir. Ils nous tiraient comme des lapins. Le soir même, arrivent les anciennes déportées.
Elles viennent, puis elles demandent de quel arrondissement Paris. Il y en a une qui était directement sur moi. Julia, je savais pas que tu serais là, tu étais française, toi. Moi, je la regarde. Je la regarde. Elle me fait, tu me reconnais pas? J'ai pas osé dire non. Et après, à sa voix, je l'ai reconnue, c'était ma cousine Germaine, Fernande, dont son frère est rentré. Je fais, t'as vu maman? Oui. Où elle est? Ta mère, où elle est? Ta sœur, où elle est? Elle me prend par la main. Et elle me montre les feux crématoires, les feux, les flammes rouges qui sortaient. Ben, ils sont tous là. Pendant longtemps, j'ai cru que ces cheminées, qui vraiment, c'était comme des énormes cheminées d'usine, c'était pas une fumée noire, comme j'ai souvent lu. Pour moi, c'était des flammes qui sortaient de la haute cheminée, jour et nuit, qui éclairaient le camp la nuit. Ça sentait le poulet grillé autant qu'on en voulait. Et pendant très longtemps, j'ai pensé que c'était les gens qui étaient soumis à un régime extrêmement dur et qui mouraient, je ne dirais pas de mort naturelle, mais enfin qui mouraient par épuisement. Et dont les corps étaient brûlés. Et dont les corps étaient brûlés. Comme c'était le cas dans presque tous les camps de concentration, mais pas dans les camps d'extermination. J'ai cru ça très longtemps. Ça m'a sauvée, parce que si j'avais dû savoir la réalité... C'est-à-dire qu'il y avait des chambres à gaz. Qu'il y avait des chambres à gaz, que les gens que j'avais vus une heure avant étaient déjà en train de mourir, et puis qu'après le gaz, on les brûlait. Si j'avais pensé à ces gazages de masse, je ne crois pas que j'aurais survécu. À quel moment vous avez compris que c'était réel, le gazage? Au début. Au début, vous... Très vite. Je vais vous dire, les gens, quand les gens ont eu de la famille, ils ont voulu croire une journée ou deux. Mais dès qu'on a rencontré des Françaises qui étaient là depuis un moment et qui nous ont dit la même chose, et ça a été tout de suite pendant la quarantaine, quand il y avait des nouvelles qui arrivaient, d'abord, les gens qui étaient là avaient toujours peur de voir arriver de la famille. Donc, dès qu'il y avait un convoi de Françaises, ils venaient pour venir aux nouvelles et vérifier qu'il n'y avait personne, se renseigner, essayer aussi de savoir ce qui se passait en France. Et dès qu'il y avait ce contact, très vite, on n'avait plus, je dois dire, dans la journée, pratiquement, on savait à quoi s'en tenir. Et c'est là que monsieur vient. Il me dit, à quoi tu penses? Je dis rien, il me dit si. Il me dit, je te vois triste. Je dis non, monsieur, je ne suis pas triste. Bon. Il a insisté. Il me dit, écoute, dis-moi ce que tu cherches. Et j'ai dit, je cherche mes parents, mes frères, ma sœur. Il me dit, écoute, petit, est-ce que tu veux vivre? Je dis, oui, je veux vivre. Alors, écoute-moi bien. Tes parents, ils sont pas là. Je dis, non. T'es sûr? Je dis, oui, j'ai regardé, ils sont pas là. Il dit, écoute, tu vois là. Il dit, tu vois, t'as une cheminée là. Tes parents sont là. Alors, tu oublies ta famille, tu vis pour toi. Il dit, si tu vas en sortir, il n'y a que ça. Et c'était Joseph Wagon, qui avait 16 ans plus que moi, et que je peux dire, si je suis là, depuis le premier jour, il m'a pris pour son fils. Et alors, cette culpabilité qui vous envoie immédiatement, mais voilà, t'es pas allé avec eux, t'es pas resté avec eux, et c'est de ta faute, t'aurais dû faire tout le possible pour rester avec eux, parce que même s'ils sont morts, tu serais mort avec eux, tu aurais peut-être soulagé leur souffrance. C'est
insupportable.